Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission L'Entre-deux. On est rendu, je crois que c'est la 17e déjà. En tout cas, c'est incroyable. Ça passe vite. Et aujourd'hui, je suis dans un des parcs que j'aime le plus. C'est le parc Grignon. Et vous pouvez voir, il reste encore un peu de couleur. Mais c'est en train de partir. Que là, on est fin octobre 2025. Et puis c'est l'automne. Donc, changement de saison, transition. Et dans l'actualité, il se passe beaucoup de choses, surtout dans le Bitcoin et la géopolitique, le but de cette émission. Donc, votre humble serviteur a glané de l'information à gauche, à droite. Et avant de partir pour le Salvador, je voulais vous faire une émission, parce que la prochaine va être de là-bas, d'accord? Donc, j'avais pensé à 2 citations que j'ai entendues, puis que ça m'a fait un peu réfléchir. Je disais, ouais, je pourrais partir l'émission avec ça. Ça pourrait donner le ton. C'est en écoutant des podcasts. Vous savez, j'écoute beaucoup de podcasts financiers, de motivation. Et Mark Moss, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Je vous en avais parlé la dernière fois. Il a sorti une citation, je trouvais ça assez intéressant. En gros, je paraphrase, là, il a dit en anglais, là, mais ce qu'il disait, c'est que, en gros, il dit, c'est pas quand les eaux sont calmes que se forme un bon marin. C'est quand il traverse les tempêtes. Et là, j'étais comme, ouais, c'est vrai. Parce que quand tout va bien, quand tout roule, c'est facile. Je veux dire, mais l'expérience et les outcomes, c'est-à-dire les difficultés, viennent quand on est mis à l'épreuve. Et là, c'est ça. Il y a des tempêtes financières, des tempêtes socio-économiques qui sont là, sont déjà là. Présentement, on parle beaucoup des problèmes du secteur automobile ici au Canada, mais c'est surtout l'Ontario qui est touché, mais ça va affecter aussi le Canada. Les tarifs, ça commence à faire son bout de chemin, les tarifs de Trump. Et puis là, on joue plus là. C'est vraiment... Excusez-moi, j'ai eu une petite imprévue. Donc, je reprends mon idée. Par rapport aux tarifs de Trump, oui, c'est ça. C'est des tempêtes qui sont là. Et ici au Canada, on commence à le ressentir de plus en plus. Je viens d'apprendre une autre stat assez inquiétante. Fin 2026, donc l'année prochaine, à peu près 40 à 60% des hypothèques au Canada vont être renouvelées. Et selon la Banque centrale du Canada, il prévoit une hausse substantielle de la mensualité. Même s'il y a une baisse d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui vont avoir entre 400 et 500 $ de plus à payer pour leur hypothèque. Déjà qu'avec l'inflation et les problèmes financiers, c'est difficile. On s'attend à une saignée, carrément, pour la fin de l'année prochaine au niveau hypothécaire. Je parle des gens qui peut-être risquent de perdre leur maison, risquent d'avoir beaucoup de difficultés économiques. Ça, c'est une tuile qui se rajoute à d'autres tuiles que je pourrais vous énumérer depuis que Carney a pris le gouvernement, mais en fin de compte, Carney a hérité de un peu ce que Trudeau a laissé dans son chemin. Il essaie de ramasser, passer la map, mais c'est pas évident. Une autre citation que je trouvais intéressante, c'est par rapport à... Moi, je suis un gros amateur de musique électronique, musique New Age, relaxante. Et il y avait une tune d'un groupe allemand qui commençait avec un texte en français. En fin de compte, c'est un narrateur avant que la musique embarque. Et il disait tout le temps, tranquillement, très tranquillement, l'univers meurt. Et là, tu avais une musique un peu à la Pink Floyd qui embarquait. Et en fin de compte, on pourrait aujourd'hui dire que tranquillement, et soudainement, le fiat money va mourir.
C'est pas moi qui le dis, Mark Moss le dit, Robert Kiyosaki le dit, Mark Faber le dit. Il y en a plein qui le disent. Ray Dalio le dit avec sa séquence de la chute des empires. Tout ça pour vous dire que lorsque les empires savent qu'ils vont mourir, eh bien, ce qu'ils font, ils finissent tous comme ça, que ce soit l'Empire britannique, que ce soit l'Empire espagnol, que ce soit l'Empire portugais ou néerlandais, peu importe, anciennement, ou l'Empire romain, c'est qu'un des signes qu'on est en fin des signes de la chute de l'Empire, c'est lorsqu'il y a dévaluation de la monnaie et on finit par tomber en inflation et en hyperinflation. Et c'est vers ça qu'on s'en va, avec le choix que les Américains, la Maison-Blanche et Trump fait, parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? Et nous, ici, on est ici pour vous tenir au courant, vous donner une perspective à long terme, que ce soit sur le Bitcoin, sur la géopolitique, parce qu'il faut se préparer. Bon, ceux qui veulent bien se préparer, bien s'informer. D'accord? Donc, comme je disais au début, lorsqu'on veut traverser une tempête, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si on veut être un investisseur qui veut passer à travers la tempête financière qui s'en vient, mais pour être un bon investisseur, il faut s'informer. On doit étudier le marché, étudier les tendances, étudier les chiffres, étudier les graphiques, détecter si c'est une tempête spéculative ou si c'est un marché qui est manipulé, comme il y a 2 semaines, vendredi il y a 2 semaines, lorsque le Bitcoin a pogné une grosse drop, la crypto-monnaie. Mais en fin de compte, c'était suite à un tweet de Donald Trump, donc c'était une manipulation. Le Bitcoin a repris un peu ce qu'il a perdu, d'accord? Mais le marché présentement, un peu comme l'or, il n'y a pas longtemps, il y a pas eu une grosse débarque. Il y a beaucoup de manipulation. Et les marins d'expérience, les gens qui s'informent sur le Bitcoin, mais ils vendent pas en panique, ils s'accrochent, d'accord? Donc on est ici pour ça. Donc pour ceux qui écoutent l'émission la première fois, eh bien c'est ça. On veut vous donner une perspective à longue échéance pour que vous puissiez, premièrement, prendre des décisions éclairées, mais surtout faire vos propres devoirs. Parce que moi, je ne suis pas un conseiller financier. Moi, je suis tout simplement quelqu'un qui rapporte les informations et j'essaie de connecting the dots, connecter les points et trouver un bon sens dans le monde qu'on vit dans cette perspective-là. D'accord? Donc, ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, je vais vous parler d'un reset financier. Et c'est un reset financier que pas grand monde est au courant, mais carrément, on rentre dans un rôle. Le reset financier a commencé, et ça a commencé avec le Genius Act. J'en ai déjà parlé, j'en ai glissé quelques mots dans ma chaîne Telegram. Et le Genius Act va avoir une implication fondamentale dans l'économie. Ça va transformer l'économie actuelle. Parce que tout simplement, le Titanic est en train de couler. Les Américains, il faut qu'ils essaient de trouver une façon de sauver la mise ou du moins rallonger la vie de ce corps malade qui est les États-Unis et la dette américaine et la dette aussi du Québec, du Canada, parce que nos économies sont interconnectées, on n'a pas le choix. Donc, c'est quoi le Genius Act? Tout ce que je peux vous dire, c'est que après le reset de Bretton Woods en 1944, lorsque c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis au New Hampshire, toutes les puissances se sont réunies et c'est les États-Unis qui sont sortis grands gagnants parce que les États-Unis avaient récupéré une grande partie de l'or de l'Europe et d'autres pays, de l'Allemagne et du Japon. Et ils sont devenus une puissance financière. Et c'est là que les États-Unis, en 1944, ont mis cet accord disant que le dollar américain allait être backé, endossé à l'or. OK? Donc ça a duré un certain temps. Ça a été une grande époque qu'on appelait en France les 30 Glorieuses. Même aux États-Unis, c'était une époque de prospérité lorsqu'on était dans le standard or. Après, ce qui est arrivé, c'est que les empires commencent à faire des guerres un peu partout.
et ça coûte de plus en plus cher. Les États-Unis après la Corée du Nord, ensuite il y a eu la guerre du Vietnam qui s'est avérée une guerre très très chère pour les États-Unis. Et Charles de Gaulle, qui était à la tête de la France à ce moment-là, commençait à avoir des doutes sur la viabilité du dollar. Et il se méfiait beaucoup des États-Unis parce que d'après Charles de Gaulle, qui connaît l'histoire ancienne, il s'est rendu compte que les États-Unis commencent déjà à émettre plus de dollars qu'il y a vraiment de lingots d'or. En d'autres mots, le dollar est en train de perdre sa valeur. Le dollar est en train d'évaluer et la France a demandé aux États-Unis de rapatrier l'or. Okay? Donc, Charles de Gaulle a envoyé des bateaux pour qu'ils traversent l'Amérique pour récupérer son or. Et vous savez, en Europe, c'est vraiment tricoté serré, mais les Allemands, ils ont commencé à avoir des doutes aussi. Les Anglais ont commencé... Fait que finalement, toute l'Europe, à un moment donné, ont voulu demander leur or aux États-Unis. Ils disent, sais-tu quoi, écoute, je pense que l'or, on va le récupérer. Et Richard Nixon, les États-Unis ont dit, oh, péraille, on a un problème. Et c'est là que les États-Unis, finalement, leur système a fait faillite, mais ils l'ont pas dit. Et ils ont sorti un autre lapin du sac. Et c'est là que dans une des émissions de Richard Nixon, il a dit que les États-Unis allaient décoller l'or du dollar en 1971. Donc, en 1971, le dollar est sorti du standard or. Et c'est là que l'économie est rentrée dans le standard pétrodollar. Et c'est là que c'est devenu ce qu'on appelle du fiat money. Et le marché du Forex a été lancé. Parce que maintenant, c'était soutenu que tout simplement par la promesse des États-Unis et des autres pays. Okay? Donc, il n'y avait plus rien qui baquait la devise. Et maintenant, Donald Trump et la Maison-Blanche viennent de passer un sapin. Je sais que c'est Noël qui s'en vient, mais ils viennent nous passer un sapin. Un sapin à la planète entière avec ce qu'on appelle le Genius Act. Okay? C'est un peu le manifeste génial selon les autres. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tokeniser toute la dette américaine avec le Genius Act. Quand je dis tokeniser, ça veut dire que le dollar US s'en va dans le blockchain avec les stablecoins. OK? Alors, vous devez comprendre pourquoi les Américains sont rendus là. OK? C'est tout simplement parce que, étant donné qu'à 37 trillions, 38, ils s'en vont à 40 trillions de dettes, ils ont à peu près 1 trillion d'intérêts sur la dette par année. Les intérêts sur la dette coûtent plus cher que le budget de la défense américaine, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que le train, il n'y a plus un conducteur, il fonce tout droit dans le mur. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les Japonais, les Chinois, les Russes... On n'en veut plus des bons du trésor américain, là, parce que ça sent pas bon. OK? Donc, ni le Japon, ni la Chine, ni la Russie, ni le reste de la planète ne veulent de ces bons du trésor. OK? Pourquoi? Parce que tout simplement, les États-Unis, l'Empire n'est plus solvable. OK? Donc, c'est une question de temps. Alors, pourquoi que les États-Unis ont besoin de vendre des bons du trésor? Parce que s'ils ne vendent pas du bon du trésor, ils ne sont pas capables de faire des déficits. Et s'il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de liquidité dans le marché, les déficits veulent dire des dettes. Mais s'il n'y a pas ça, l'économie s'arrête. Le système tombe. C'est pour ça que le gouvernement au Québec ou au Canada sont pris dans ce système de dette et de déficit, de remboursement, de PIB. Mais là, on a perdu le contrôle. D'accord? Donc, si je reviens aux États-Unis, avec le fameux Genius Act, OK? Ils se sont rendus compte que tous les gens qui vivent sur la planète, une grande partie des pays, exemple comme l'Argentine, le Venezuela, la Turquie, des pays du Sud, des pays d'Afrique, des pays d'Asie du Sud aussi, quand leur devise est faible, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup. Mais ils convertissent leur devise locale, que ce soit leur taille, leur pesos, OK?
ou leur bolivar, ils le convertissent en USDT. Donc, en d'autres mots, il y a déjà une demande sur le marché de USDT, surtout de la compagnie Tether. D'accord? Donc, en convertissant ces dollars-là, mais la compagnie Tether sont obligés d'acheter des dollars. En d'autres mots, il y a déjà une demande, qui se fait sur le marché des dollars US. Et plus qu'il y a des demandes de dollars US, ben, plus que c'est bon pour les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les États-Unis se sont dit, waouh, c'est pas mal intéressant ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'avec le Genius Act, ils ont demandé à Tether Inc. En passant, la compagnie Tether, l'année passée, a fait plus d'argent que BlackRock. C'est pour vous dire comment ils sont puissants. Il a dit maintenant, quand tu vas émettre des dollars, et ils ont légalisé leur activité partout dans le monde, il a dit maintenant, quand tu vas émettre des dollars, tu vas être obligé de les acheter, mais pas n'importe où. Les acheter en bons du trésor. Fait que Circle puis Tether vont être les plus gros acheteurs de bons du trésor, surpassant la Chine et le Japon. Pourquoi? Pour continuer artificiellement à faire vivre le système financier américain. Pendant combien de temps? On ne sait pas. C'est une question de temps. En fin de compte, on se rend compte que là, les États-Unis vont jouer le tout pour le tout. D'accord? Car ils ne peuvent pas se permettre de ne pas vendre des bons du trésor. Donc, parce que s'ils font, vous le savez, je viens de vous le dire, s'ils ne vendent pas leurs bons du trésor, ils ne peuvent pas faire de déficit. S'ils ne font pas de déficit, ben, le système s'écroule. Donc, ils vont permettre, comme je dis, à Tether Inc. et Circle d'émettre encore plus de USDT, mais ils doivent l'acheter avec des bons du trésor US. Là est l'astuce. Donc, en fin de compte, la planète entière va supporter la dette de 37 trillions. Donc, ça ne sera pas juste les grandes nations qui achètent de la dette américaine, ça va être toute la planète. Et Dieu sait qu'il y a des millions et des milliards qui se transigent en USDT dans les exchangers ou dans les plateformes de trading, présentement partout dans le monde. En d'autres mots, les amis, on s'en va full crypto, full blockchain dans le système économique. Donc, que ce soit l'économie, que ce soit les banques, que ce soit le DeFi, il y a une transformation qui est en train d'arriver et qui va s'accélérer. Juste pour vous dire, le conseiller en finance de Poutine, M. Anton Kobiakov, dans un forum à Vladivostok, il n'y a pas longtemps, il se réunissait avec des anciens pays du bloc de l'Est. Et dans un de ses discours, M. Kobiakov a accusé les États-Unis de faire porter leur dette à la planète à travers le cloud et la crypto, car ils savent que le dollar est en train de mourir. Donc, même les Russes, ils le disent, d'accord? C'est un pari qu'ils prennent, puis c'est un pari, je vous dirais que où est-ce qu'ils sont rendus, ils n'ont encore pas le choix, Et c'est ça qui me fait dire que, oui, Houston, on a un problème. On a un gros problème. Parce que même si c'est de USDT, même si c'est de la crypto, un dollar reste un dollar. Et il finit par perdre sa valeur. Et ça m'a poussé à poser des questions à ChatGPT. Et j'ai demandé à ChatGPT, vous pouvez le faire si vous voulez, là. Posez-leur la question. Depuis 50 ans, le dollar US a perdu combien de pourcents en valeur d'achat? Donc, en gros, je dis, depuis 50 ans, le dollar US a perdu combien en valeur, en pouvoir d'achat? Et voici sa réponse. Tenez-vous bien. Sa réponse, c'est 1 dollar en 1975 équivaut à 6,50 $ en 2025. Wow! 1 dollar en 1975 en pouvoir d'achat équivaut à l'équivalent de 6,50 $. Donc, 100 $, c'est 65 $. 1000 $, c'est 650 $. Et 100 000 $ en 1975 équivaut à 650 000 $ aujourd'hui. Un peu plus qu'un demi-million. C'est de la folie. Donc, ça représente à peu près, je vous dirais,
à peu près 90%. Le dollar, depuis 50 ans, a perdu 90% de sa valeur. Et j'ai posé la question, depuis 5 ans, le dollar canadien a perdu combien par rapport au dollar US? À peu près 8%. OK? Donc, le dollar canadien est encore plus faible. Donc, posez-vous pas pourquoi la question, pourquoi que tout coûte plus cher. OK? C'est pas que les prix montent, c'est que le dollar, OK, le 20 $ ou le 100 piastres que vous utilisez, il est dévalué. Donc, ça en prend de plus en plus pour acheter le même nombre de denrées. D'accord? Et ça m'a amené aussi à faire des comparaisons. OK? Parce que vous savez, dans la vie, il y a des fondamentaux, il y a des vérités, il y a des lois immuables. Et une des lois immuables, une constante qu'on trouve dans l'univers, c'est les mathématiques. T'as beau dire n'importe quoi, mais les chiffres ne mentent pas. OK? Et tant qu'à être avec ChatGPT, j'ai dit hey, ChatGPT, peux-tu me donner le rendement, OK, moyen par année du SP500? Le SP500, c'est les 500 plus grosses compagnies américaines, Fortune 500. Et ChatGPT, il m'a dit, dans le stock market, présentement, depuis 5 ans, le SP500 a fait en moyenne 16% par année. C'est intéressant parce que si on tient compte de l'inflation, officiellement on parle de 2 à 3%, mais comme je l'ai déjà dit, ça joue peut-être plus autour de 7 à 10. OK, on bat l'inflation. Et j'ai posé la même question au ChatGPT, quel a été le rendement moyen de l'or, du gold pendant les 5 dernières années? Il m'a dit 13%. Et tant qu'à être là, j'ai dit, quel a été le rendement moyen des Mag 7? Mag 7, c'est les Magnific 7 qu'on appelle. C'est quoi les Magnific 7? C'est Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook et Nvidia. C'est comme ça qu'on les appelle, les Magnific 7. Eh bien, les Magnific 7, si vous auriez un investissement dans un fonds mutuel qui investit dans les Mag 7, vous aurez fait un rendement moyen de 38% par année. Et évidemment, moi, je suis un Bitcoiner. Je dis, dis-moi donc, le Bitcoin, en moyenne, depuis les 5 dernières années, il a fait combien par année? 52%. Tadam! 52%. OK? Donc, moi, je pourrais vous dire, c'est un actif que vous pouvez acheter à votre rythme. C'est un actif que vous pouvez acheter au volume que vous voulez. OK? Vous n'avez pas besoin de passer par une maison de courtage. Vous n'avez pas besoin de vous faire payer des frais pour un conseiller financier. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est en acheter à votre rythme. Je vous ai déjà dit que la meilleure chose, c'est d'acheter un petit peu à chaque mois, à chaque 2 semaines. Vous allez à votre rythme sur quelque chose qui ne vous empêche pas de dormir, mais surtout que vous gardez sur le long terme. C'est pour ça que j'ai posé la question sur 5 ans. D'accord? Alors, 52%. Comparé au SP500, ben, ça fait 36% de plus que le SP500 par année. Comparé à l'or, c'est 39% de plus par année que le Bitcoin a fait comparé à l'or. Comparé au Mag 7, c'est quand même 14% de plus. OK? Alors, en conclusion, les amis, moi, tout ce que je tenais à vous dire, c'est que je ne suis pas un grand expert en finance ni en économie. Je prétends pas. Par contre, je suis une personne qui s'informe. Je suis une personne qui suit les tendances. OK? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand quelque chose est rare, quand quelque chose est non confiscable, quand quelque chose est très portable et liquide, ça veut dire qu'on peut le vendre facilement, OK, le convertir en cash. Quand quelque chose est antifragile, ça veut dire que plus ça va, plus il se renforce, plus se solidifie, parce que c'est non inflationniste. Ça veut dire que c'est un hard asset, OK, de plus en plus rare, OK. Eh bien, quand on a tous ces éléments-là, qu'est-ce qui arrive avec cet actif-là? Je parle du Bitcoin. Bien, il risque de monter en valeur. Voilà, les amis. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour cette émission numéro 17. Juste avant de finir, je tenais à vous dire que
je pars pour le Salvador dans un mois. Fait que les prochaines émissions vont être là-bas. Je vous tiendrai plus au courant du projet qu'on veut développer. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà inscrits dans le newsletter. Ils veulent avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'on va développer là-bas? Donc, c'est plus des projets de communes, de projets immobiliers. On va essayer de trouver une formule abordable parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'en aller, que ce soit au Salvador ou en Amérique centrale. Donc, je vais vous tenir au courant de ça. Ceux qui veulent avoir plus d'informations, je vous conseille, je vais mettre un lien à la fin de la vidéo. Allez vous inscrire au newsletter si vous n'êtes déjà pas inscrit. Je vais lancer mon newsletter officiellement très bientôt. Ça chauffe, ça s'en vient, c'est dans le four. Aussi, autre chose, c'est que je me suis fait beaucoup demander des gens qui veulent savoir comment on achète du Bitcoin, comment on sécurise ce Bitcoin, comment on achète de la crypto. Eh bien, j'ai lancé mon premier cours, ma première crypto. Donc, je vais vous mettre le lien du vidéo qui vous donne un aperçu de tout ce que vous allez apprendre. Vous allez voir, le cours est très abordable. Et faites-vous-en pas, je fais de la formation, du coaching, du suivi pour que vous deveniez autonome. Mais étant donné tout ce qui est en train de se passer, ça serait vraiment un bel atout, un beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est de prendre ce cours-là et vraiment commencer à démystifier ce monde-là qui est du Bitcoin, le blockchain, la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout s'en va là-dedans. Okay? Donc, vous êtes aussi bien de prendre le taureau par les cornes. D'accord? Et aussi, autre chose, à part mon cours, c'est que j'ai lancé mon site l'entre2.com. Je vais mettre le lien à la fin. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais je vous tiens informé. Et puis surtout, on regarde l'actualité et surtout, comme l'image de Napoléon qui regarde au loin, on essaie de prévoir au lieu de subir. Voilà. Merci. Ciao tout le monde. À la prochaine émission. Bye.